Dans un monde où l'on ne paye plus de plus en plus avec son téléphone, sa montre ou en plusieurs fois, un chiffre surprend. 43% des paiements en France se font encore en espèces. Le cash n'est pas un vestige, il reste un pilier de notre quotidien, un symbole de souveraineté et même selon la BCE, une solution de secours à toujours garder sous la main. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Brice Guillochon, directeur général de Brinks France. Brinks, vous le savez peut-être, c'est un acteur historique de la gestion du cash en point de vente, mais aussi une entreprise qui a profondément transformé son métier en y intégrant technologie et data. Et cela interroge, car la gestion du cash dépasse-t-elle la simple question logistique et sécuritaire? Ce moyen de paiement peut-il aussi devenir une source de performance et d'innovation pour les enseignes, au même titre que tous les autres? Avec Brice, nous allons prendre de la hauteur sur ce sujet. Nous commencerons par dresser le paysage actuel des paiements et la place du cash à l'intérieur d'eux. Nous aborderons ensuite les contraintes pour les enseignes, mais aussi les enjeux plus larges de souveraineté et de résilience. Nous verrons aussi comment la gestion du cash peut évoluer portée par la tech et la data. Enfin, nous nous projetterons vers l'avenir. À quoi ressemblera le paysage des paiements en 2030? Le futur sera-t-il sans cash ou au contraire plus hybride, plus diversifié? Bref, Brice, merci d'être avec nous aujourd'hui. Avant de commencer, peux-tu te présenter en quelques mots? Oui, bonjour Cyril. Merci de me recevoir et de recevoir Brinks ce matin, voilà, pour cette mise en lumière. Je vais me présenter pour commencer. Ouais. Donc moi j'ai un background d'ingénieur en opérations bancaires et financières internationales. J'ai commencé ma Attends, carrière. un background, c'est-à-dire que tu as été formé à ça déjà dès l'université? Tu as fait C'est quoi? ça, exactement. C'était une formation universitaire professionnalisée et professionnalisante, réalisée en partenariat avec des entreprises. C'est une formation qui maintenant a été rebalancée dans les IAE, mais qui délivrait un diplôme d'ingénieur à l'époque. Ok. Donc, bon, une très belle opportunité que j'ai complétée après avec un master 2 en opération de management international, voilà, toujours à Caen, et pris le parti d'aller visiter les grandes entreprises. Voilà, et j'ai eu beaucoup de chance puisque j'ai été recruté par General Electric sur la partie financière, la branche GE Capital, voilà. Dont la Euh, mission est laquelle? GE Capital, oui, je suis obligé de dire maintenant, une société de financement, enfin une banque de financement spécialisée pour les entreprises. Ok, donc tu arrives chez JE pour... Je rentre à travers Facto France, et là, GE Facto France, tu fais quoi? exactement, comme directeur du contrôle de gestion. Mhm. Voilà, donc en termes d'évolution de carrière, c'est un sujet intéressant, c'est-à-dire que j'abandonne un titre de direction financière pour repasser sur un titre de contrôleur de gestion, quoi, voilà. Mais pour autant, avec un challenge devant moi très intéressant, et puis la perspective d'apprendre beaucoup de General Electric. Là, ton périmètre, il est français? Il est français, Hmm. à ce moment-là, il est français. Et puis ensuite, je vais évoluer sur la tarification, sur le business développement. Et après, en fait, il se passe une chose suite à la crise de 2008, c'est que on est recréé un ensemble GE Capital France qui regroupe les 5 banques qui sont localisées à la Défense. Et là, je prends donc ce périmètre-là et j'occupe les fonctions de business développement, tarification et contrôle de gestion. Donc après cette aventure General Electric, Capital, tu arrives chez Brinks? C'est la suite où Je il y fais un a... court passage par une autre société américaine. Donc à ce moment-là, dans ma carrière, j'ai l'étiquette grande entreprise américaine très fortement apposée sur mon front, hein, Ouais, bah, j'imagine bien. on peut le dire. Et donc là, je suis recruté. Je pensais me reposer, pour être honnête, parce que ça a été très intense. Finalement, je ne me suis pas reposé du tout. J'ai redémarré tout de suite dans une autre société américaine qui s'appelle IQVIA. Là, c'est un tout autre secteur d'activité. Donc là, on est dans la collecte, le traitement, l'analyse de données à proprement parler. D'accord. D'accord, donc c'est de la data pure et d'analyse de données médicales.
D'accord. d'accord, pour revendre, pardon, aux laboratoires comme Sanofi ou voilà. Euh, Très belle Là, expérience. ton rôle, il est toujours finance, côté Là, alors là, finance? je reviens, parce que je reviens vraiment basé en France à Ouais. ce moment-là. D'accord. Donc, l'idée pour moi, c'est de prendre, enfin, de me réinscrire dans un schéma un peu plus classique, je vais dire. Voilà. Donc, je reprends un poste de CFO, je vais dire presque standard, voilà, pour la filiale française de ce groupe basé à la Défense. Ce groupe, c'est un mastodonte américain. On ne le connaît pas, bien sûr, puisque c'est que du B2B et que, en plus, c'est un secteur d'activité qui n'est pas forcément très visible, mais c'est valorisé, je crois, quelque chose de l'ordre de 55 milliards. C'est un C'est un gros c'est une bébé, ouais. graisse, oui, c'est une grosse boîte. Euh, Très data. Très, très data. Un savoir-faire au niveau de la gestion des données et de l'administration de l'entreprise qui est absolument remarquable. Tout dans les systèmes. Tous les systèmes fonctionnent. Pour tous ceux qui regarderont le podcast, c'est un endroit où Workday fonctionne parfaitement, où toutes les données sont propres dans les systèmes. Voilà, je vais faire rêver certaines personnes, mais clairement, c'est ce qui m'a le plus bluffé dans cette entreprise. Et donc, je suis resté 2 ans, très belle aventure. Et je ne suis pas parti parce que ça n'allait pas, je suis parti parce que j'ai été chassé, en fait, au bout de 2 ans, par un chasseur de tête qui m'a appelé. J'ai décroché, d'habitude, je ne décroche jamais, mais j'ai décroché. Il m'a dit: Brice, c'est super, merci de m'avoir répondu. J'ai quelque chose, il faut vraiment que tu viennes. Il faut que je te le propose, que je te l'expose. Je ne peux pas te dire qui c'est pour l'instant, mais moi, je n'étais pas très motivé, donc je lui dis: écoute, mon agenda est vraiment blindé, donc 6 heures demain matin. Et il me dit: oui, d'accord. Donc là, je dis: ouais, Aïe. 6h30. Voilà. Et donc, du coup, le lendemain matin, j'y étais et il m'a présenté Le job. le job avec une réelle aventure à mener, en fait, et à conduire. Donc, au début, s'associer à ce début de transformation. C'était pour Brinks. Donc, à l'évidence, on connaît la tendance sur l'usage du cash. Donc, on devine vite quel peut être l'enjeu de transformation qu'il y a derrière. Donc, très, très motivant. Il m'explique que l'équipe dirigeante est en train d'être modifiée, qu'ils veulent mettre un nouveau souffle, en fait, dans l'entreprise, et qu'ils cherchent des profils qui sont habitués à transformer, naviguer des environnements un peu incertains, Et US compatible. et avec beaucoup, voilà, US compatible bien sûr, et beaucoup de leadership. Voilà, Donc là, tu arrives c'est pour ça. prendre un poste de Donc DAF. je reprends, voilà, à peu près la même chose en fait, direction financière. Sachant que mon style en tant que directeur financier, je pense que ce qui me caractérisait le plus, c'est un business acumen, comme on dit, très, très développé, et la capacité à pousser des visions stratégiques, construire les business models du futur, et en faire découler les offres dont on peut avoir besoin opérationnellement, commercialement. Et donc, en fait, je déborde le support assez régulièrement, voilà, pour être honnête. Et donc, je déborde allègrement le support. Et donc, je suis nommé DGA, 2 ans après, ou quelque chose comme ça. Et là, on lance un grand programme de modernisation de Brinks sur toutes les dimensions de l'entreprise. D'accord. Donc, y compris les offres, on aura l'occasion d'y revenir. Et modernisation interne aussi, modernisation de la gouvernance, voilà. Et une manière différente d'appréhender le métier historique, le repositionnement stratégique complet de l'entreprise. C'est-à-dire qu'auparavant, Attends, tu vas nous justement. je vais un peu vite. Non, Oui. mais tu vas. Attends, on va y revenir peut-être un peu après, mais Oui. juste pour avoir la global picture de Brinks, même aujourd'hui. Bon, il y a 6 mois, tu prends la direction générale de Brinks C'est ça. complète. Brinks aujourd'hui en France, c'est quoi? C'est combien? C'est comment? Parce que en préparant cette émission, je me suis bien rendu compte que l'immense majorité des gens connaît Brinks grâce ou à cause des fourgons qui transportent les fonds dans les rues. Et c'est tout.
Tout à fait. Et c'est tout. Mais en fait, c'est pas du tout tout. Donc, allez, première question, c'est combien de salariés en France, Alors, en Brinks? France, c'est 3400 salariés. 3400 salariés. Donc, ça donne, 3400 salariés, 52 centres forts répartis sur le territoire national. Donc, les centres forts, il faut y penser comme des petits Fort Knox, hein. C'est vraiment ça. Et aujourd'hui, je ne peux pas donner le chiffre d'affaires parce qu'on est coté, mais ce que je peux vous dire, c'est que le transport de fonds et le comptage, c'est-à-dire le métier historique auquel tu fais référence, représente moins de 50% de nos revenus. ça, c'est hyper important de le souligner. On va revenir dessus. Brinks, c'est une société d'origine américaine, Texas, Austin, c'est ça? Texas, exactement. Hein de l'époque des diligences? Oui. Non? Si, exactement. Dans Le cliché. Brinks a démarré, c'est une carriole avec un cheval qui transporte des valeurs. Voilà. A priori des billets ou de l'or, mais il y a 166 ans maintenant. On va y revenir en filigrane. Aujourd'hui, plus de 50% de ton activité en France, elle est sur la gestion du cash en point de vente. C'est ça. La gestion du cash en point de vente, c'est des aspects de sécurité, de fluidité, de données et de tech, hein. On va y revenir. Merci pour ta présentation. Je pense que tout le monde connaît un peu mieux Brice maintenant. J'aimerais qu'on prenne un peu de hauteur et qu'on arrive sur les sujets du paiement, parce que je l'ai Oui. vaguement dit en préambule. Les paiements aujourd'hui sont majoritairement digitaux, enfin pas cash, mais c'est, selon la Banque de France, 43% des transactions qui restent en cash. Donc, c'est-à-dire qu'en nombre de transactions, il y a encore une part très significative du cash qui est utilisé. Et en valeur, c'est moins. Mais ça veut dire qu'en fait, on peut pas l'ignorer. On parle beaucoup des wallets, hein, du téléphone, même de la montre, hein. Il y en a, Bien on sûr. les voit appuyer la montre contre les TPE. Ça évolue comment, le cash? Alors, et peut-être qu'un jour, on pourra payer avec son empreinte digitale, hein. Ouais. Voilà. Donc, le cash, donc c'est encore, comme tu l'as dit, 43% en nombre de transactions de paiement en France. En valeur, c'est à peu près 34%. Donc, on est passé cette année, je pense, deuxième moyen de paiement en France, alors qu'historiquement, le cash a été resté le premier moyen de paiement sur le territoire national. Il y a une affection réelle pour ce moyen de paiement en France au sein de la population, parce que je pense qu'il est plébiscité, ce sont les dernières enquêtes, par 83% des Français. Donc il n'est pas, on n'est pas dans une désaffection. C'est ça le Oui, message. ça a une place patrimoniale et culturelle, quoi. C'est ça, exactement. Après, les moyens de paiement évoluent, c'est normal. Le digital prend sa place, c'est tout à fait normal. Je pense que il y a eu une petite tendance pendant les premières années où les moyens de paiement digitaux ont vraiment commencé à émerger, pour les acteurs du secteur, à vouloir défendre le cash. Je pense que ce n'est pas le bon positionnement, honnêtement. Il faut voir ça comme on est complémentaires. On est complémentaires. Évidemment, la part était tellement, le poids du cash était tellement prépondérant dans la société qu'on ne peut que baisser. C'est juste logique. On va pas aller dans l'autre direction. Enfin, voilà, ce serait absurde de se dire qu'on va aller dans l'autre sens. Par contre, il y a des changements sociétaux qui s'opèrent. Enfin, le sujet est sociétal déjà à la base. D'accord. Est-ce qu'il est aussi générationnel? Alors, c'est une bonne question. C'est une bonne question. Donc, nous, on fait des enquêtes marketing, hein, sur le sujet, bien sûr. On a souvent tendance à associer le cash avec les personnes âgées. Mais pas parce qu'elles sont âgées, en fait. Pourquoi on a Parce tendance à qu'elles le ont faire? l'habitude. Eh ben parce que c'est quelque chose C'est historique, avec un moyen de paiement historique avec lequel elles ont été habituées à vivre. Exactement. Mais en fait, c'est pas tout à fait vrai. Il y a des petites nuances. Par exemple, au sein de la population étudiante, il y a beaucoup d'étudiants qui vivent avec du cash. D'accord. D'accord. Donc ça dépend un peu plus, je dirais,
Les gens avancent en âge, changent de statut et changent leur mode de paiement aussi en grandissant et en évoluant dans leur vie. Euh, les étudiants l'utilisent parce que pour les étudiants, 1 euro, c'est 1 euro. Et je ne sais pas si tu connais cette méthode de gestion de son argent mensuel qui s'appelle du cash stuffing. Je ne sais pas si tu as vu ça, mais ça a été Non. la tendance numéro 1 sur TikTok, après Covid d'ailleurs, c'était assez drôle, qui consiste à gérer son budget avec des enveloppes, mettre des billets dans des enveloppes pour être sûr de ne pas dépenser plus Ah oui, que ce qu'on a prévu sur chaque type de dépense. d'accord. D'accord. Et donc ça, c'est une vraie pratique, hein. Je veux dire, encore une fois, ça a été numéro 1 sur TikTok. Donc c'est pas, voilà, j'en ai pas fait la pub, hein. C'est pas l'objet pour moi, mais c'est juste savoir que ça existe en fait. Voilà. Et donc tous les gens qui doivent gérer au plus serré leur budget ont tendance à avoir recours au cash simplement parce que on réalise mieux ce qu'on dépense. On prend plus conscience Ouais. de ce qu'on dépense. Ouais. Et quand il n'y a plus d'argent, il n'y a plus d'argent. Ouais. Alors que le moyen digital de paiement, lui, Il y a la quelque peur part, de pouvoir autorise... aller au découvert. voilà, Ouais. exactement. Et pour un étudiant, un découvert, ça peut sembler bête, mais 12 euros de frais sur le compte en banque, c'est une soirée qui s'en va. Voilà. Donc, comme ils n'ont pas envie que la soirée s'en aille, ils font attention. Et après, quand ils changent de statut dans leur vie et qu'ils commencent à travailler, il n'y a aucun doute, hein, bien sûr, c'est plus convenient d'utiliser un moyen de paiement digital. Il n'y a pas d'objet. Mais tout ça pour dire que ce n'est pas forcément générationnel. Et est-ce qu'il y a une dimension géographique à l'utilisation du cash Alors, je pense que l'adoption des nouvelles technologies est plus forte dans les villes, dans les villes, villes que dans les milieux ruraux, définitivement. Sinon, clairement, on serait pas à 43% des paiements réalisés en cash toujours aujourd'hui. Ah, c'est vrai. Non, mais c'est hyper important ce que tu dis parce que on en parlait entre autres à l'occasion de la NRF. On est dans un microcosme hein, quand même. C'est-à-dire que à titre personnel, je n'utilise jamais le cash. Non. Je dois retirer 3 ou 4 fois par an du cash dans un distributeur. Oui. Sinon, ce ne sont que des moyens digitaux. Et donc, on perd de vue cette réalité qu'en dehors des grandes villes, c'est-à-dire dans l'immense majorité du territoire français, le cash est encore très utilisé, puisque 43%, ce n'est pas une transaction sur 2, mais enfin, c'est pas loin, quoi. Non, et 52 centres forts répartis sur tout le territoire. C'est ça. Donc et c'est pas à Paris qu'on en a le plus. Voilà, donc ça illustre le propos, quoi, hein, clairement. Et puis il y a une dimension inclusion aussi très forte, hein. Très très forte. On oublie parce que dans les grandes villes, c'est pas forcément là qu'on est le plus concerné, mais en France, il y a encore, je crois que c'est 4,1 millions de personnes qui sont considérées comme étant faibles financièrement. D'accord. Et donc, ce sont des personnes auxquelles les banques ne donnent pas forcément une carte bleue. Non, mais bien sûr. Et ces personnes-là ont besoin d'acheter à manger. Mais bien sûr. Et puis, il y a tous ceux qui sont interdits bancaires. Voilà, exactement. Il y a... et c'est 5% de la population, déjà. Rien que ça. C'est énorme. C'est beaucoup. Donc, si on y réfléchit à l'opposé de ce qu'on a l'habitude de faire, c'est 5% qui ont besoin du cash, et puis peut-être 5-10% qui ont besoin de faire attention à leur budget, et puis ainsi de suite. Si on arrive la chaîne, on arrive à un socle en fait assez dur qui correspondra ou correspondrait peut-être au niveau minimum de cash qui devra rester dans le pays à terme. Voilà, donc je ne sais pas dire moi si 43% c'est... on est à un niveau d'équilibre ou pas. Ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui... Ouais, mais tu pressens que c'est peut-être qu'on n'y est peut-être pas loin quand même. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est encore une fois, donc c'est à la fois sociétal et puis dépendant aussi du contexte géopolitique, macroéconomique. Voilà, donc aujourd'hui, je pense que tout le monde le voit dans la presse, il y a une forme de changement de position vis-à-vis du cash qui est en train de s'opérer de la part des instances gouvernementales, de la BCE, parce que on a des problèmes de souveraineté et de résilience, notamment en matière de moyens de paiement.
Oui, non, parce que très clairement, en fait, tu coupes l'électricité, tu coupes des flux de données, tu ne peux plus payer C'est avec des ça. moyens digitaux et le cash il reste là. Voilà, Je crois que c'est quoi? C'est 2 ou 3 jours de paiement en réserve que la BCE recommande d'avoir en cash à la maison. Un oui, truc qui oui, tout à ressemble à fait, ça, tout hein, à c'est fait, ça. tout à Mais fait. c'est assez récent, hein, c'est fin septembre que la BCE, fin de septembre 2025, que la BCE nous Oui. dit qu'il faudrait garder un minimum de réserve cash Mm, mm. chez soi pour Oui, survivre un minimum de temps. c'est ça, c'est ça. Et les expériences récentes, en fait, ont mis en lumière cette évidence, en fait, mais c'est-à-dire l'Espagne, le Portugal, les coupures d'électricité qui ont eu lieu, il n'y a plus que le cash qui a fonctionné, Mayotte, pareil. Et puis, on ne peut pas ignorer le contexte géopolitique, la guerre sur le sol européen. Voilà, tout ça, ce sont des préoccupations fortes du gouvernement et des gouvernements européens en ce moment. Et également, pour revenir sur une dimension plus tech, la donnée. La donnée elle-même, les opérateurs des moyens de paiement aujourd'hui sont des géants Bah, il y a américains. 2 grosses schemes, hein, Visa et Mastercard, qui sont bien américains. Et voilà, donc alors, c'est pas pour être médisant sur ce sujet-là, hein, c'est juste qu'en matière de souveraineté, Ah ouais. ça pose question en Ouais, matière de paiement. le billet, il existe, quoi, hein. Le billet, il est bien là. Et c'est voilà, et on peut pas dire national parce qu'il est européen maintenant, mais il est européen, voilà. Entre les préoccupations en matière de résilience, les problématiques qui peuvent s'opposer d'ailleurs sur la fourniture d'électricité, même juste à proprement parler en ce moment, on commence à voir fleurir des articles autour de, attention, l'intelligence artificielle consomme tellement d'électricité que est-ce qu'on va avoir assez d'électricité tout court? Voilà. Et Des puis, défaillances aussi sur les moyens de paiement digitaux, puisque c'est normal, comme les autres moyens de... Enfin, comme tout dans ce bas monde, il y a des fois, ça marche pas. Et quand ça marche pas, qu'il y a une défaillance simplement dans la capacité à pouvoir payer, pour les retailers qui nous regardent, ils connaissent le problème par cœur, hein. Pour eux, ça se traduit. Si on peut pas payer en caisse, les chariots sont abandonnés, hein. Donc, ouais, non, mais c'est c'est du hyper chiffre d'affaires important. directement. Donc, eux aussi ont une problématique de résilience en ligne de caisse qui commence à voir le jour. On va y venir. Il y a un point que je voulais également soulever, c'est qu'il y a un aspect confidentiel dans l'utilisation du Ah oui, cash. bien sûr, oui, oui, tout à fait. C'est-à-dire que quand tu payes avec du cash, on ne sait pas qui t'es. Oui, 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 oui. Et c'est là où je dis aussi le discours est un peu en train de changer. Euh, un paiement en cash, c'est pas un paiement sale. C'est pas du blanchiment, on est bien Je veux dire d'accord. que si moi je vais retirer de l'argent au distributeur et que je vais payer un café dans la foulée, et mon argent, a priori, j'ose croire qu'il n'est pas sale. Je veux dire, c'est mon salaire qui a été versé sur mon compte. J'ai retiré un billet Bien sûr, bien sûr. de mon compte et je suis allé payer un café. Donc, et ça, c'est la grande, grande majorité des paiements qui sont opérés en cash, enfin, voilà, de façon tout à fait normale et traditionnelle. Euh, et effectivement, quand on fait ça, on n'est pas en train d'essayer de cacher ce qu'on a fait. Non, C'est juste normal. Mais c'est une des caractéristiques du billet de banque, hein, la confidentialité. c'est La ça. Banque de France, avec qui on échange régulièrement, quand elle essaye de construire des nouveaux moyens de paiement, c'est aussi un des sujets qu'elle essaye d'aborder. C'est pas facile avec le digital, puisque construire un produit digital qui pourrait garantir la confidentialité, c'est quasi impossible, puisque la donnée, on reviendra sur la donnée qui nous sert, nous, à nous moderniser chez Brinks, mais la donnée est traçable, de fait. Bah, forcément, Voilà, c'est intrinsèque. ce sont des vraies questions. Donc, ils essayent d'imaginer des produits en ce moment. L'euro numérique ne répondrait pas. Je ne sais pas si tu veux parler de l'euro Bah numérique, si, mais et voilà. c'était ce que j'allais te poser comme question. Oui, Les innovations dans la Banque de France ou la BCE, et la BCE, oui. c'est autour de l'euro numérique. Tu L'euro peux nous le numérique ne définir? répondrait pas à cette problématique. Alors, je peux parler de l'euro numérique. L'euro numérique, c'est un sujet éminemment complexe. Un des points de blocage réside dans justement la traçabilité de la donnée. C'est-à-dire qu'à partir du moment où une banque centrale émettrait une monnaie numérique, il faut l'envoyer. Et donc, pour l'envoyer, il faut la mettre sur un compte. Et donc, on commence à tracer dès ce moment-là. Mais surtout, il faut tenir le compte.
Et la tenue du compte, ça reviendrait Elle est liée à un mettre les banques individu. centrales dans une position de banque commerciale. Mhm. Et là, c'est dogmatique, carrément. Déjà, les banques commerciales ne sont pas fans que les banques centrales Deviennent potentiellement commerciales. prennent les dépôts que eux ont aujourd'hui. C'est un problème, très clairement, et légitime. Et puis, les banques centrales ne sont pas fans de l'idée de voir... elles sont régulateurs. Oui, il ne faut Elles pas veulent mélanger les rôles. Voilà, donc ce sujet est complexe de ce point de vue-là, quoi. Ouais. Et donc, l'idée que cet euro numérique pourrait rentrer dans l'économie pour aller payer les paiements du quotidien est vraiment très compliquée. C'est-à-dire, la Banque centrale d'Angleterre a fait marche arrière sur le projet. La Banque de France, je pense, je ne veux pas dire de bêtises, mais l'envisage plutôt pour des transactions B2B que pour des transactions B2C. Bon, il y a encore du chemin à parcourir. Et on voit bien que ça ne remplace pas le cash. Il y a pas, Et de toute façon, la BCE a affirmé que si ça devait voir le jour, ce serait complémentaire au cash. Ouais, ça ne viendra c'est jamais pas le pour remplacer. C'est pas pour le remplacer. Ils sont très soucieux, encore une fois, des problèmes de souveraineté et de résilience des moyens de paiement en Europe. Ouais, c'est son rôle. Tout à fait. Clairement, ils sont dans leur rôle. Ils sont dans leur rôle en faisant ça. Tu as commencé à en parler parce que là, on a fait un focus sur le consommateur finalement et la gestion du cash. Enfin, Oui. Ça nous a parlé à tous les auditeurs se sont reconnus, j'imagine, dans l'expérience qu'ils ont ou pas avec le cash. Bon, bref, ça parle à tout le monde. Il n'y a pas besoin d'expliquer ce que c'est qu'un billet ou une pièce, tout le monde le sait, c'est facile à comprendre. Côté retailer, oui. c'est-à-dire en fait ceux qui vont être... qui vont encaisser les acquéreurs, entre guillemets, de la monnaie fiduciaire. Vous prononcez ce mot, monnaie fiduciaire, parce qu'on ne le prononce plus, mais c'est ce qui décrit les billets, les pièces, ce qui est tangible physiquement. Oui. C'est lourd, a priori, pour eux, à gérer ça, parce que la donnée, c'est léger. La donnée, c'est léger. La donnée, ça réconcilie comptablement. La donnée, ça a marche tout seul. Beaucoup d'avantages pour les retailers. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que ce moyen de paiement n'est pas gratuit, parce qu'il présente des avantages en matière de gestion évidents, quoi, pour les retailers. L'idée chez Brinks, justement, c'est d'améliorer ce parcours pour les retailers et de digitaliser l'information du paiement. Pour bien comprendre ce que l'approche qui est la vôtre, c'est quoi la réalité terrain, de façon factuelle. D'accord. Oui. Pour un retailer. Parce que même si on comprend, nous, consommateurs, qu'il y a des billets qui arrivent dans des caisses et que ces caisses-là, après, on les voit dans les supermarchés, elles sont transportées, on ne sait pas très bien, nous, on imagine, dans un coffre-fort. Oui. Puis après, en fait, oui, on voit les fourgons blindés, mais en fait, on ne sait pas vraiment. Oui. Parce que c'est plus que ça. C'est quoi cette réalité côté retailer ? Alors, côté retailer, on va prendre l'exemple, on va suivre un billet, ça va être plus simple. Oui. D'accord. Un retailer, lui, le matin, il va appeler Brinks, il va commander de l'argent, c'est une matière première, d'accord, pour faire ses fonds de caisse. D'accord. Donc, il appelle. Le camion fonds de caisse, c'est la monnaie en quantité suffisante pour rendre la monnaie quand il y a un paiement qui est fait. C'est ça, exactement. Donc il appelle, le camion blindé vient, d'accord. Il lui remet. Voilà, livre l'argent. Pendant la journée, donc là il y a une manipulation, bien sûr, sécurisée pour la remise de l'argent. Soit on remet dans un coffre-fort, soit on remet directement en fonction de l'équipement dont dispose le retailer. Ensuite, la journée de commerçante va se dérouler. Les passages en caisse vont se multiplier. Les hôtes de caisse vont rendre la monnaie. Et à un moment, la caisse va être pleine, souvent au milieu de la journée, mettons. Voilà. À ce moment-là, la plupart du temps, il y a un personnel de sécurité
passent auprès des caisses, Collecte. on les voit hein, Ouais, on quand les on voit va très au bien. Ouais. supermarché, hein, et qui, C'est quelque généralement part, pas des petits mecs fluets. voilà, exactement, qui va venir prendre une partie de la caisse, sachant qu'il faut avoir compté avant déjà combien on remet à cette personne-là. C'est-à-dire que la caissière ou le caissier va avoir compté et dire je remets dans l'enveloppe X centaines d'euros. La personne repart, en principe dans l'arrière-boutique, va déposer dans un coffre-fort. D'accord. Et puis, la journée va continuer à s'écouler. À la fin de la journée, la caissière va, on connaît tous l'expression, faire sa caisse. D'accord. Et puis, on les voit partir maintenant un bac. D'accord, un petit bac noir. Hein, C'est ça, une espèce de ferme boîte à noire. clé, Ouais. voilà, exactement. Sécurisée, l'amener également dans l'arrière-boutique et la mettre dans un coffre. D'accord. Et puis, Brinks va repasser. Il y a un plan de tournée qui est établi quand on signe le contrat avec un commerçant, 1 fois, 2 fois par semaine, prendre l'argent, emmener l'argent dans un centre fort dont je parlais tout à l'heure, compter l'argent, d'accord, et envoyer l'information de ce qui a été compté à la banque du commerçant pour pouvoir créditer le compte. Eh ben, c'est des flux qui sont complexes. Ce sont des flux complexes. Sachant que là, je n'ai pas abordé non plus l'étape interne pour le retailer de réconciliation, parce qu'il compte l'argent, bien sûr, c'est son argent, en caisse et En banque. et en back-office. Ah oui, en Déjà, back-office. Où là, bien sûr, c'est souvent pas exactement le même montant. Pardon. Et ensuite, le rapprochement avec ce qui est crédité sur le compte bancaire. Non, mais là, on mesure à quel point, finalement, effectivement, ça impose un temps de travail important pour le retailer, une prise de risque. Et voilà, exactement. Et sachant que la deuxième journée, je t'ai dit, le camion de la Brinks, il ne repasse pas tous les jours, hein, il passe 1 à 2 fois par semaine. Donc pour la deuxième journée, le retailer doit aller dans son coffre, dans le back-office, et préparer les nouveaux fonds de caisse pour la nouvelle journée qui démarre. D'accord ? Là-dedans, la tech et la data, qu'est-ce qu'elle vient résoudre ? Comment elle vient résoudre, ou améliorer, fluidifier, finalement, ce processus que tu viens de décrire ? Donc ça c'est justement l'objet d'un pan des nouvelles offres que nous proposons. On propose donc ce qu'on appelle des solutions back-office et front-office. Il faut bien distinguer les deux parce que les implications ne sont pas tout à fait les mêmes. Front, c'est côté caisse. C'est du paiement en caisse. D'accord, comme on peut le voir chez le boulanger aujourd'hui, par exemple. Hein, c'est les petites machines qui acceptent les billets et rendent la monnaie. C'est-à-dire que c'est plus le boulanger qui encaisse, c'est nous, consommateurs, qui mettons ou une pièce ou un billet dans une machine qui se trouve devant nous, machine qui nous rend la monnaie automatiquement. Voilà. Ce qu'il faut donc, sous chacune de ces machines, et je vais revenir à la partie back-office, sous chacune de ces machines, il y a un coffre. Le métier de base n'a pas changé. D'accord ? Oui. Ça, c'est la sécurisation des fonds. Mais par contre, ce sont des coffres intelligents. C'est ça la grande innovation. Ouais. C'est-à-dire qu'intelligent, ça veut dire qu'il capture la donnée. Donc la donnée, c'est-à-dire qu'il compte. La donnée, c'est-à-dire qu'il compte et il capture la donnée. Et on a 2 offres là. On a back-office et front-office. Pour la partie back-office, on adresse une partie de ce processus que je viens de te décrire. C'est-à-dire que là, le retailer va emmener en back-office la caisse, la verser billets, pièces dans la machine, donc qui est un coffre intelligent avec une compteuse dessus. Et donc là, la compteuse va capturer l'information, la data à proprement parler de combien il y a combien, d'accord ? À noter au passage que du coup, l'argent est compté par Brinks, puisque c'est nous qui louons l'équipement. Après, nous, on peut interfacer du coup cette donnée directement avec la banque du retailer pour envoyer l'information du crédit du compte. D'accord ? C'est hyper important. Ce que tu es en train de nous dire, c'est que finalement, il y a un côté quasi immédiat. C'est un peu exagéré. Immédiat, c'est pas immédiat, et c'est à J+1 ou J+2, mais enfin, en fonction de ce que
de la relation que tu as avec ta banque, mais globalement, à partir du moment où la collecte des caisses est comptabilisée et donc collectée, parce que ce sont Mhm. deux étapes qui Mhm. sont liées l'une à l'autre, Oui, euh, vous avez la capacité, parce que ce sont des coffres dits intelligents, d'envoyer la donnée à la banque. C'est là où il y a un flux, finalement. il y a un flux énorme qu'on envoie à travers notre établissement de paiement Brinks Payment Services. Donc c'est un flux interbancaire à proprement parler. Et l'établissement de paiement aujourd'hui traite un peu plus de 100 milliards de flux. Donc Ah c'est oui, gros. Et on a la dimension industrielle pour le faire, hein. Donc, et on le fait d'ailleurs. Ça, c'est la partie back-office. Sur la partie front-office, j'aurais tendance à dire c'est encore mieux parce ouais. que on peut capturer la data. Donc, c'est le même mécanisme, le même principe, hein, c'est-à-dire le paiement, le logiciel de la compteuse capture la donnée. Et donc là, elle est de fait réconciliée avec le back-office et on peut la transmettre tout de suite à la banque. Et de ce point de vue-là, donc ça, de ce point de vue-là, le cash devient un moyen de paiement pour le retailer. D'accord. Là, je ne parle pas de l'expérience client, Ouais, pour le de retailer, passage, ouais, mais ouais. pour le retailer, dont la fluidité commence à se rapprocher de ce qu'est celle des moyens de paiement digitaux. Oui, c'est ça. Donc en fait, le cash est un des moyens de paiement parmi tant d'autres. On parle souvent des digitaux, mais finalement, il est bien tangible et bien réel. Et comme tu viens de le dire, parce que la réconciliation, c'est quand même très important de façon générale. Mais là, c'est la réconciliation du cash et c'est la réconciliation des différents moyens de paiement. C'est-à-dire que à partir du moment où très rapidement la ligne de ton chiffre d'affaires en cash vient s'agrémenter sur ton compte en banque et que tu as celle à côté du paiement par carte, faire la réconciliation globale Oui, de tes paiements est beaucoup plus simple et beaucoup plus et simple. rapide. Sachant qu'on travaille en ce moment à développer des solutions de paiement en caisse qui pourraient intégrer les données également des autres moyens de paiement avec le cash pour permettre au retailer d'avoir un seul reporting, c'est-à-dire son chiffre d'affaires Complet. live. Voilà. Ouais. Hyper important de le souligner. Cette réalité, elle se déploie massivement. Est-ce qu'elle est aussi vraie pour tous les types de retail, le supermarché ou l'indépendant ou je sais pas, un petit réseau de franchisés Alors, aujourd'hui, on travaille avec toutes les tailles de retailers. D'accord. On est présent dans toutes les grandes enseignes. On a 8500 solutions installées sur le territoire. Euh, et notamment dans des grandes franchises, même très jeunes d'ailleurs. C'est marrant parce que leurs clients sont des jeunes, hein, et des franchises de vêtements de sport ou des choses comme ça, qui vendent essentiellement des baskets, hein, voilà. Ils ont du paiement en cash eux aussi, hein, pour reboucler avec le premier Ouais, sujet ouais. qu'on évoquait au début. Et bien sûr, ils sont assez friands de ces solutions. Pour l'instant, on a surtout poussé les solutions back-office. Et là, on va accélérer sur les solutions front-office qui, il nous semble, euh, présentent cette caractéristique d'offrir aux retailers une forme d'externalisation complète de la gestion du cash, depuis le paiement sur la ligne de caisse. Et ça, c'est un élément important, en fait. C'est quelque chose qu'on a développé pour nos clients bancaires, pour la gestion des distributeurs automatiques de billets. C'est-à-dire que une grande banque qui a signé avec nous, aujourd'hui, ne gère pas, outsourcer, comme on dit, intégralement la gestion des distributeurs Oui, parce que automatiques de ça, c'est une billets. dimension qu'on n'a pas encore On n'y a évoquée, pas touché, mais mais c'est le même concept. C'est-à-dire qu'il il ne s'en occupe plus du tout.
C'est nous qui assurons la gestion. On pourra revenir un peu dans le détail, Ouais. parce qu'il y a un élément de cash forecasting dedans aussi, c'est-à-dire d'estimation à travers des algorithmes des besoins dont on va avoir besoin sur chacun des distributeurs de billets. On peut tout à fait le transposer dans chaque magasin. En fonction de l'algorithme, lui, travaille le niveau de flux qu'il y a habituellement. Alors là, ce serait un point de vente, mettons, pour les retailers. Et il va calculer, il va dire, c'est tel jour que le camion Brinks doit passer pour apporter de l'argent, ou tel jour qu'il doit y aller pour vider le coffre. Et le retailer ne s'en occuperait plus. Ouais, parce que, attends, parce que je fais juste un point là-dessus. C'est en t'écoutant parler, finalement, vous gérez les DAB, les ATM, comme on dit en anglais, Oui, les distributeurs, oui. vous avez vos propres, et vous les placez chez les retailers. En fait, quand on va. Ah, ça, c'est une autre dimension, oui, encore. On fait beaucoup de choses, c'est vrai. Beaucoup de choses. Non, mais alors, attends, C'est je vrai. pensais que c'était à ça dont tu. Non, là, je parlais des distributeurs, des DAB, vraiment bancaires. Bancaires. Ceux qui sont collés à une Dans les agence, agences, dans les bancaires. agences Voilà, bancaires. exactement. Oui, parce que aussi, vous avez la gestion en point de vente de distributeurs de billets. Voilà, on propose effectivement une offre qui consiste à installer un distributeur automatique de billets indépendant, donc Brinks, là en l'occurrence, chez les retailers, pour permettre à leurs clients de pouvoir retirer de l'argent quand ils sont dans le magasin. Et accessoirement, c'est aussi une destination. C'est-à-dire que comme il y a des lockers Vinted, Mondial Relais chez Franprix, C'est ça. on a aussi un distributeur, quoi. C'est ça, exactement. Avec différentes formules en fonction différentes offres en fonction du niveau de trafic qu'il peut y avoir dans le magasin et du nombre de retraits qu'on peut estimer sur le distributeur. Mais on peut aller jusqu'à des offres qui sont gagnant-gagnant avec le retailer. C'est-à-dire qu'il gagne aussi de l'argent à installer le distributeur. Ça lui coûte pas d'argent. Ça lui coûte pas. Justement, si on fait un petit exercice de prospective en conclusion de notre échange, 2030 ou 35, il en est où le cash? Est-ce que il s'éteint doucement? Est-ce que en fait on est dans un modèle hybride? Comment tu perçois les choses? Alors, il s'éteint, non. Et la Banque de France nous l'a dit très clairement. Donc là, je T'es serein. retransmets les propos. Il s'éteint pas. L'accessibilité au cash reste un sujet. Les principales banques commerciales annoncent la réduction de leur réseau physique, la réduction du nombre d'agences, la concentration de leur nombre de distributeurs en agences, mais les deux vont de pair, bien entendu, avec la diminution des réseaux. Je pense que le rythme d'ici 2030 va s'accélérer terriblement par rapport à ce qu'on a pu connaître dans le passé. Je pense que historiquement, il y avait 0,6%, si nos calculs sont exacts, du parc de distributeurs de billets qui s'érodait en moyenne chaque année, et à peu près le même rythme pour les fermetures d'agences de banques commerciales. À mon avis, ça va aller 4 fois plus vite dans les 4-5 années qui sont devant nous. Donc le paysage va changer. C'est-à-dire que l'accessibilité au cash il va falloir trouver d'autres points. Elle va être moins évidente. Voilà, exactement. Et nous, on va accélérer sur ce sujet-là, clairement. On va s'installer, on a commencé, pour être honnête. Et c'est pas, je veux dire, c'est pas une compétition, c'est juste en miroir de l'évolution des réseaux bancaires. On a commencé à le faire. Aujourd'hui, on a un tout petit peu moins, j'aurais aimé pouvoir te dire 1000, mais c'est pas vrai, on n'en a pas 1000, on en a un tout petit peu moins de 1000, on en a 927, je crois, hier. Distributeurs de billets indépendants installés soit dans des communes, donc ça on le voit régulièrement dans la presse, et on le sait qu'il y a une demande. Pour revenir sur ton point initial, dans les ruralités, il y a une vraie demande en dehors des grandes villes, mais même dans des grandes villes en fait, pour installer des distributeurs de billets. J'ai beaucoup d'anecdotes, mais aujourd'hui dans des petites villes un peu isolées, j'avais un maire l'autre fois qui me disait il faut absolument
un distributeur de billets parce que ça me coûte de ne pas en avoir. Il est obligé d'organiser des navettes pour emmener les gens d'une ville à l'autre pour aller retirer de l'argent. Et ça fait vivre le tissu économique local. Oui, bien sûr, ça a beaucoup de vertus en matière de... non, mais tout à fait. Qui sont bien là. Hein. Ah, mais c'est profondément sociétal et économique. Hein, il y a un vrai sujet. Donc, on en a dans les communes, à travers les mairies, et puis également en partenariat avec des gros retailers où on installe, on les voit dans les galeries marchandes quand on va faire bien sûr. Voilà. Et la seule vraie différence, je reviens sur ce que tu disais au tout début, on connaît Brinks parce que le nom est sur les camions. Bon, maintenant, on va voir le nom de Brinks sur les distributeurs aussi. Oui, mais on commence à le voir déjà. Voilà. On commence à le voir déjà. Et 1000 c'est pas un petit chiffre. Hein. Il faut avoir en tête que en France, il y a 40 000 distributeurs de billets. Ah oui. D'accord. On en gère, aujourd'hui, directement en propre à peu près 11 000 qu'on a racheté notamment à cette banque. Et puis, on fait les opérations de maintenance et d'alimentation des distributeurs pour 17 000 billets. Donc, aujourd'hui, on est propriétaire déjà de 25% du parc des automates en France. Voilà. Et on en opère un gros tiers, quoi. Ouais. Donc, oui, c'est un acteur majeur de la gestion du cash. Sachant que DAB, c'est obligatoirement de la donnée. C'est toutes les transactions sur les distributeurs de billets et tous les interfaçages avec les banques dans lesquelles ils sont et toutes les connexions avec leur système d'information. Donc là, on est vraiment sur une dimension infogérance très, très forte. Ça, c'est l'autre pan de notre développement qu'on opère à travers une société qui s'appelle Brinks Process Outsourcing. Pour le coup, c'est une autre. C'est pas Brinks Payment Services, mais c'est Brinks Process Outsourcing, mais qui gère et opère aujourd'hui, à proprement parler, un quart du parc de distributeurs en France. Eh bien, écoute, merci pour cette précision, en fait, qui vient raconter beaucoup. Je ne sais pas si tu en es conscient, mais le fait que tu nous dises ça en conclusion de notre échange, ça remet bien les choses dans leur contexte. Il y a besoin de commerce de proximité, mais aussi de moyens de paiement de proximité. Et quelque part, le cash vient servir cette réalité dans l'ensemble du territoire français, que finalement, plus que jamais, le cash, c'est pas un vestige de quelque chose qui reste, c'est une réalité avec laquelle les consommateurs et les retailers composent plus que jamais. Et oui, on entend surtout parler des moyens de paiement digitaux, mais le cash est une des facettes des différents moyens de paiement qui existent dans le paysage français. Oui, définitivement. Et il est complémentaire. Moi, je tiens vraiment à souligner l'aspect complémentaire. Je pense sincèrement que tous les moyens de paiement sont complémentaires. Ils répondent à des besoins d'usage différents, des préférences, et c'est tout à fait logique. Mais pour moi, il n'y a pas d'opposition. Où se situera le point d'équilibre? Je ne sais pas te répondre encore. On verra. Ce qui est clair pour nous, c'est que le gâteau a tendance à se rétrécir. Voilà, c'est logique. Mais nous, on multiplie les points d'intervention dans le gâteau. Il reste gros encore, on l'a dit. Il y a quand même... on ne sait pas l'évaluer, mais plusieurs centaines de milliards de paiements opérés chaque année en France en cash. Nous, on multiplie les points d'intervention, ce qui nous permet à nous d'avoir une dynamique de croissance dans un gâteau, même s'il se réduit, c'est pas antinomique. Hein. Le tout, c'est qu'on l'intègre bien. C'est presque psychologique. Avant, c'était le moyen de paiement prédominant. Il faut qu'il accepte qu'il n'est plus le moyen de paiement prédominant, qu'il fasse son chemin et qu'il s'intègre dans l'univers des paiements avec les autres. Donc, voilà, on y travaille avec plutôt du succès, je dois dire. Donc ça, c'est la grande satisfaction. Par contre, au vu de ce que je te disais avant, il va falloir accélérer sérieusement
en France pour accompagner cette mutation, quoi. Voilà, parce que Et ça ben va aller plus vite. justement, pour accélérer, Brinks est là. Si on veut rentrer en contact avec toi, Brice, LinkedIn, j'imagine que c'est C'est le moyen le plus simple, le moyen oui. le plus simple. Si jamais vous rencontrez des difficultés, moi je suis toujours présent pour faciliter la mise en relation. Donc vous pouvez aussi passer par moi. Je vous invite à vous rendre sur le site de Brinks si vous souhaitez en savoir davantage sur tout ça. Merci, chers auditeurs, pour votre fidélité. N'oubliez pas de vous abonner sur la plateforme d'écoute de votre choix, Spotify, Deezer, Apple Podcast, YouTube. Bref, abonnez-vous, c'est comme ça que vous serez tenu informé des dernières nouveautés. Merci encore pour votre fidélité. Brice, merci pour cet Merci échange. beaucoup, Et puis je te dis merci. à très bientôt. Très sympathique. Merci Au beaucoup. revoir. Au revoir.